Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Kenya s'enfonce dans la crise politique après la présidentielle largement boycottée par l'opposition qui donne pour vainqueur le président sortant Uhuru Kenyatta. Depuis l'élection du 26 octobre, au moins 9 personnes ont perdu la vie dans les violences à travers le pays. L'État fédéral nigérian signe un accord de plus d'1 milliard de dollars avec le groupe Dangote et d'autres entreprises. L'accord concerne le développement d'une centrale à gaz dans le sud-est du pays. Et puis en Somalie, l'État du Puntland s'emploie à former les femmes afin de renforcer le savoir-faire des communautés de pêcheurs. Elles sont plus de 70 femmes à suivre une formation dans le cadre du programme commun sur l'emploi des jeunes. Confusion et tension règnent au Kenya depuis jeudi 26 octobre. Le président sortant Uhuru Kenyatta est donné vainqueur de l'élection présidentielle boycottée par l'opposition. Le taux de participation est estimé à près de 35% par la commission électorale, alors que 9% de l'électorat n'a pas pu voter dans 4 comtés de l'Ouest. Par ailleurs, selon un nouveau bilan, des affrontements ont fait depuis jeudi 26 octobre au moins 9 morts. Les précisions avec Ibrahima Djoumaba. Le Kenya est plongé dans l'instabilité au lendemain de l'élection présidentielle. Depuis ce jeudi 26 octobre, des affrontements opposent la police aux militants de l'opposition qui avaient appelé au boycott du scrutin. Au moins 9 personnes ont perdu la vie, notamment dans les fiefs de l'opposition à Nairobi, la capitale, et à l'ouest du pays. Certains citoyens ne cachent pas leur amertume. Président Kenyatta. Uhuru Kenyatta reste le président et il doit discuter avec ses adversaires, les appeler et voir quel est le problème et ce qu'il faut faire pour le résoudre. Nous lançons un appel à nos dirigeants que nous aimons. Nous aimons Uhuru Kenyatta, nous aimons Raila Odinga. Ils doivent taire leurs querelles et discuter ensemble pour le bien du pays et nous permettre d'avancer. Le scrutin n'a pas eu lieu dans 4 comtés de l'ouest du Kenya. Cela représente plus de 3500 bureaux de vote, soit 9% du corps électoral. La commission électorale avait prévu de reprendre le vote ce samedi 28 octobre. Cependant, son président a décidé de reporter le vote dans les zones conflictuelles pour la sécurité de ses agents. Certains de nos agents ont été enlevés et torturés. Parfois, leurs maisons ont été cambriolées et pillées. En tant que commission, notre travail est de fournir l'infrastructure nécessaire pour voter. Mais lorsqu'il s'agit de nos employés, quand leurs vies sont en danger, cela nous inquiète beaucoup. Nous avons donc décidé de reporter l'élection à une autre date à déterminer. Le président sortant Uhuru Kenyatta est en tête de cette élection avec près de 97% des voix selon les premières estimations. Au moins 49 personnes ont perdu la vie dans des affrontements depuis l'élection invalidée du 8 août 2017. Pourtant, Raila Odinga a réitéré vendredi son appel à une campagne de désobéissance civile pour contraindre le pouvoir en place à accepter l'organisation d'une nouvelle élection dans les 90 jours. Le gouvernement nigérian et des promoteurs ont signé un accord relatif à la construction d'une centrale à gaz de 540 MW dans l'état d'Akwa Ibom au sud-est du pays. D'un coût estimé à plus d'1 milliard de dollars, sa livraison est prévue en 2021. Marcel Farba-Maron. Le groupe Dangote a signé avec Black Rhino Group et la NNPC, Nigerian National Petroleum Corporation, un accord relatif à la construction d'une centrale à gaz de 540 MW dans la localité de Ka-Iboe, située dans l'état d'Akwa Ibom, au sud-est du Nigeria. Sa mise en place coûtera plus d'1 milliard de dollars et devrait fournir ses premiers mégawatts au réseau électrique national dès 2021. Un accord de rachat de l'énergie produite par la centrale a d'ailleurs été signé par les investisseurs avec la NBET, Nigeria Bulk Electricity Trading, et le ministère des Finances. Le groupe Black Rhino et le groupe Dangote se sont associés pour développer des projets de transformation tels que la centrale électrique de Kwa-Ibwe, en comblant l'écart entre la capacité de production du Nigeria et l'énergie nécessaire pour soutenir la croissance économique. Nous soutenons la croissance industrielle future du Nigeria. Ce projet implique également la construction d'une ligne de transmission de 58 km pour acheminer l'énergie qui y sera produite. Les autorités nigérianes assurent que cette ligne reliant Ikot-Ekpene à Ikot-Abassi, actuellement en construction dans le cadre des projets énergétiques nationaux intégrés, pourra aussi effectuer le transport de la production de la centrale de Ka-Iboe, un projet doté d'un impact socio-économique réel sur le Nigeria.
La centrale électrique de Ka-Iboye utilisera les ressources en gaz du Nigeria pour augmenter notre capacité de production d'électricité et réduire le coût de l'énergie. L'usine est un exemple de la façon dont le gouvernement fédéral et les investisseurs privés peuvent travailler ensemble pour développer une infrastructure qui a un réel impact socio-économique sur notre pays. Le développement de la centrale de Ka-Iboye était initialement prévu pour être piloté par Mobile Production Nigeria, filiale d'ExxonMobil. Finalement, de nouveaux investisseurs ont pris les choses en main et ont signé un accord pour l'approvisionnement en gaz sur 20 ans afin de fournir les 400 millions de pieds cubes par jour nécessaires au fonctionnement de la centrale. En Somalie, plus de 70 femmes suivent une formation dans le cadre du programme commun sur l'emploi des jeunes, un programme mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le gouvernement de l'État du Puntland. Les bénéficiaires sont issus des communautés défavorisées et notamment formés à la transformation et à la commercialisation du poisson séché. Ibrahima Djoumaba. En Somalie, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et le gouvernement de l'État de Puntland s'activent pour le renforcement de capacités des femmes. Plus de 70 d'entre elles ont suivi une formation en transformation et commercialisation du poisson séché. J'ai acquis des connaissances et des compétences qui me manquaient et j'espère que cela transformera aussi ma vie et celle de ma famille. Avant, j'apportais du poisson et le nettoyais, le coupais et le cuisinais pour ensuite aller le vendre au marché. Après quoi, je nettoyais le plan de travail. Mais aujourd'hui, cette tâche est moins fastidieuse que ce que je faisais avant. Maintenant, je peux dire que j'ai obtenu un emploi. J'aimerais partager avec d'autres personnes les compétences que j'ai pu acquérir lors de ma formation. Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme commun sur l'emploi des jeunes en Somalie, mis en œuvre par la FAO. Les bénéficiaires sont identifiés dans les communautés défavorisées. Objectif, créer de la richesse et de l'emploi. Nous sommes heureuses de la création d'emplois dans le secteur de la pêche, ce que nous n'avions jamais découvert jusqu'à maintenant. Mais nos membres ont acquis des connaissances dans la transformation du poisson et sa commercialisation. La Somalie présente plusieurs opportunités économiques dans le secteur de la pêche. Cependant, les conflits armés et la piraterie plombent cette activité depuis plusieurs décennies. La 32e édition de la Semaine de la mode est l'un des événements phares qui réunit les acteurs de la mode sud-africaine. Cette édition a fait parler la diversité et l'innovation des designers sud-africains. Le styliste Gert Johan Kutse s'est notamment illustré lors de cette édition 2017. Découverte avec Siamlo Victoria Seji. La 32e édition de la Semaine de la mode à Johannesburg en Afrique du Sud a vu la participation de plusieurs stylistes du pays venus présenter au public plus de 50 collections. L'édition 2017 consacrée à l'innovation et la diversité dans la mode incluait les dernières créations pour les collections à paraître en 2018. Présent à cette Semaine de la mode, le designer sud-africain Gert Johan Coetzee a rehaussé ce 32e grand rendez-vous par la richesse de son catalogue. Je pense que la différence entre l'Afrique du Sud, le Nigeria, les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est vraiment les femmes. Les femmes ici sont très féminines et elles veulent toutes être belles, quel que soit leur statut. Lorsque je conçois un vêtement, je pense à la façon dont les femmes peuvent se l'approprier, et surtout les femmes africaines. Gert Johan Coetzee a choisi cette année de s'engager dans la sensibilisation pour l'alphabétisation des enfants. Pour soutenir ce projet caritatif, des dons de livres aux enfants ont été sollicités lors des différents défilés préparés pour l'occasion. L'utilisation de la couleur et des motifs m'a vraiment impressionné. Les stylistes sont très créatifs, on sent un mélange du glamour avec un peu d'ordinaire et j'aime ça. Tenue du 24 au 28 octobre, la Semaine de la mode sud-africaine est l'un des événements phares qui attire des personnalités issues de secteurs d'activités divers, des entrepreneurs de la mode aux investisseurs en passant par les célébrités internationales. Cette édition de ce prestigieux rendez-vous de la mode a enregistré plus de 10 000 invités. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.